Bonjour, dans cette sixième vidéo, aujourd'hui on va parler plus des finitions. Enfin, dans les étapes, dans les vidéos précédentes, on a parlé essentiellement du gros œuvre. Là aujourd'hui on va s'intéresser surtout à la mise en œuvre de la terre pour faire les enduits au mur, au plafond et aussi au sol. On peut faire des sols en terre, des éléments de décoration et aussi des cloisons en terre. Pour faire des enduits terre, quel que soit le support, en général il y a 3 couches. Une première couche d'accroche qui va permettre de bien accrocher l'enduit sur ce support. Après on a une couche qu'on appelle le corps de l'enduit. C'est cette couche-là qui donne l'épaisseur, la solidité, la forme définitive. Et une troisième couche qui est la couche de finition et qui permet de changer la texture, la couleur et certaines propriétés. Cette couche de finition, elle est vraiment très fine, donc elle ne va pas changer la forme. Alors il y a des spécificités quand on fait des enduits sur botte de paille. En fait, c'est surtout la couche d'accroche qui va changer en fonction du support. Parce que par exemple sur un support dur comme de la pierre ou de la brique, la couche d'accroche, ça va être juste une sorte de badigeonnage avec de la barbotine, un mélange de terre et d'eau. Et sur une botte de paille, la botte de paille c'est très poreux, c'est souple. Et du coup, pour pouvoir y coller un enduit, on va devoir faire une couche d'accroche qui pénètre la paille. Donc ça ne va pas être juste d'étaler de la barbotine sur la botte, il va vraiment falloir qu'elle rentre dans les fibres sur 1 ou 2 cm en fonction de la densité de la paille. Et une fois qu'elle aura durci, en fait, elle va former une petite couche de terre-paille, mais avec la paille de la botte. Et ça fera un support d'enduit pour les couches suivantes. On racle toujours en surface, enfin le surépaisseur. Donc on met notre main perpendiculaire et on vient racler. Il n'y a pas besoin de lisser et il ne faut surtout pas laisser d'épaisseur. C'est vraiment une étape cruciale parce que on aura beau faire une super couche de corps bien solide et jolie, si la couche d'accroche n'est pas bien faite, le tout risque de tomber en fait. Après avoir fait la couche d'accroche sur un mur ou sur un plafond, si la surface est très irrégulière, qu'il y a des gros trous, on va boucher ces trous avec un terre-paille léger avant de faire la couche de corps. Le terre-paille léger est plus isolant, et donc ça évite de créer un pont thermique dans le mur en y mettant trop de terre. Et ça permettra d'avoir une couche de corps plus régulière qui va sécher de façon homogène. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire une couche de corps. Donc la couche de corps, moi je la fais essentiellement avec de la terre et de la paille. Il y a plein de recettes différentes où on met aussi du foin ou de l'herbe coupée ou du sable. Ou il y en a même qui utilisent des ferments, des enduits fermentés. Bon, chacun de ces ingrédients apporte quelque chose. Hein, mais bon, moi c'est vrai que j'aime bien les choses simples et finalement j'ai fait plein d'essais, notamment en extérieur, et le terre-paille marche vraiment très bien. Donc la couche de corps, elle va faire entre 2 et 3 cm en gros. Si on veut faire plus épais, par exemple à l'intérieur, pour amener plus d'inertie thermique, c'est-à-dire pour mieux réguler la température, plus les enduits sont épais à l'intérieur d'une maison en paille, plus ça va amener une masse thermique qui va faire tampon et réguler la température. Mais si on veut faire plus épais que 3 cm, il vaut mieux le faire en plusieurs couches. Il vaut mieux faire 2 couches de 2 cm qu'une couche de 4. Parce qu'une grosse couche, ça va être très long à sécher.
Donc, du coup, il y a des risques de moisissure, voire de pourriture, quoi. Pour la préparation de cet enduit, on va tamiser la terre assez grossièrement. Comme c'est une couche qui fait 2-3 cm, c'est pas très grave s'il y a des petits cailloux, enfin jusqu'à 7-8 mm, c'est pas vraiment dérangeant. Donc on peut tamiser à peu près 10 mm par exemple. Et avec cette terre tamisée, on va préparer une barbotine en mettant la terre tamisée dans l'eau petit à petit. Elle va tremper. Et on peut le faire sans malaxeur en prenant le temps de mettre la terre tamisée tranquillement dans l'eau. Elle va fondre au fur et à mesure. Et en quelques minutes à quelques heures, ça dépend des argiles, ça va fondre et faire une barbotine prête à l'emploi. Donc c'est cette barbotine qu'on peut utiliser pour la couche d'accroche, mais c'est aussi la base pour fabriquer la couche de corps, le terre-paille. Donc moi je mesure pas, juste je rajoute la terre, tant qu'il y a de l'eau dans la baignoire ou dans la brouette, je rajoute de la terre jusqu'à absorption de toute l'eau. Donc pour faire la couche de corps, on va venir tremper de la paille dans cette barbotine. Alors c'est pas la peine de la pousser jusqu'au fond de la baignoire, juste en surface, ça suffit. Et puis l'essorer légèrement pour qu'il n'y ait ni trop ni trop peu de terre dans la paille. Donc pour l'appliquer, voilà, si la couche d'accroche est complètement sèche, on va la réhumidifier légèrement, voire remettre un film de barbotine sur la couche d'accroche juste avant de poser la couche de corps. Et puis on va poser la couche de corps poignée par poignée contre le mur. Donc pour la pose de cet enduit, l'essentiel c'est d'abord que chaque poignée soit bien collée au mur par pression. Et puis chaque poignée va aussi être posée, on va chevaucher légèrement sur la poignée précédente pour que les fibres se mélangent, quoi. Pareil, je croise, j'écrase dans le mur et vers le haut. Hop, etc. Et quand on attaque la deuxième colonne, on va avoir deux mouvements. Donc je croise en hauteur mais aussi en largeur. J'écrase dans le mur et je lisse vers le haut et vers la droite. Et donc si je suis gaucher, je peux mettre plutôt là, ça va être plus facile de lisser dans l'autre sens. Après on peut même à main gauche lisser dans l'autre sens. Une fois qu'on a à peu près 1 mètre carré, on va pouvoir passer le lissoir, donc une sorte de grosse truelle rectangulaire, qui va uniformiser, lisser, resserrer l'ensemble. Là il n'y en a pas tout à fait assez de surface pour travailler au lissoir. Normalement avec le lissoir on fait des grands gestes aussi, plutôt croisés comme ça. Et donc là c'est un petit peu juste. C'est juste pour vous montrer que vous prenez pas trop le chou à faire du lisse, c'est le lissoir qui le fera, quoi. Et alors avec le lissoir, faut pas aller trop près du bord, sinon on va écraser. Quand on a un bord comme ça, en fait, on sait plus jusqu'où on est allé, en fait, et où est l'épaisseur, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie de garder plutôt un bord comme ça. Ok. Et aussi sur la colonne, comme ça je peux surveiller mon épaisseur, en fait. Et après ça, on a juste à laisser sécher quelques semaines avant de faire la finition. Ouais, c'est important que ce soit bien sec avant de faire la couche de finition. Pas seulement sec au toucher, mais un peu à cœur. Pour plusieurs raisons. C'est que l'enduit de finition va être beaucoup plus fermé. Et du coup, si l'enduit en dessous n'est pas bien sec, ça va ralentir encore le temps de séchage. Parce qu'un enduit fermé voilà, s'oppose plus à l'évaporation de ce qui est en dessous. Et puis en plus, l'idée c'est que l'enduit de finition, on n'a pas envie qu'il fissure, donc il vaut mieux que ce soit fait sur un support qui ne bouge plus du tout. Et ça, on en est sûr seulement quand c'est sec à cœur. En extérieur, ça sèche assez vite, mais en intérieur, c'est un peu plus long. Donc stratégiquement, en général, on fait la couche de corps d'abord à l'intérieur, et pendant qu'on fait l'extérieur, l'intérieur sèche. Et comme ça, on peut enchaîner avec les enduits de finition. En moyenne, c'est dur de donner des temps de séchage parce que ça dépend vraiment de la saison, mais aussi surtout de la ventilation. Ça sert à rien de chauffer une pièce fermée pour sécher, il faut surtout ventiler pour que l'eau qui s'évapore puisse sortir, quoi.
Et voilà, c'est une question de semaines, hein. Il faut au minimum 3-4 semaines pour un séchage en profondeur. Et si on est dans une saison humide, ça peut prendre le double. Donc une fois que c'est bien sec, on va pouvoir faire les enduits de finition. On peut reparler un peu de la terre, de quel type de terre on peut utiliser. Voilà, donc quand on parle de terre dans le bâtiment, c'est une terre argileuse. On pourrait prendre des mesures ou chiffrer, dire il faut tel pourcentage d'argile, etc. Mais en fait, ça va dépendre des argiles et de ce qu'on veut en faire. Et du coup, la meilleure façon de savoir si la terre qu'on a sous la main est bonne pour faire ce qu'on a envie de faire avec, c'est de le tester. Donc si vous voulez faire de la maçonnerie terre, vous faites un petit peu de maçonnerie terre et vous voyez comment ça se passe. Si c'est pour faire des enduits terre, vous faites un petit peu d'enduits terre et vous voyez comment ça réagit. Parce que si la terre est trop argileuse, elle va avoir tendance à fissurer en séchant. Et si elle n'est pas assez argileuse, elle va avoir tendance à tomber en poudre, à s'effriter. Donc voilà, le mieux c'est de tester en faisant un bout d'enduit. Donc et par rapport à ces tests, plus spécifiquement sur les enduits de finition, pour avoir vraiment l'aspect souhaité, pour être sûr que ça ne va pas être trop poudreux, farineux, ou que ça ne va pas fissurer, on fait souvent des tests. Alors on fait des petits carrés avec différents mélanges, en faisant varier un petit peu les proportions, en mettant plus de fibres, plus de sable, plus d'argile. Et voilà, en faisant 5-6 tests différents comme ça, on va voir souvent il y en a quelques-uns qui vont être un peu trop poudreux, d'autres où ça va fissurer un petit peu. Et entre les deux, il va y en avoir un ou deux qui tiennent bien. Et donc on va noter les justes proportions pour cette terre, quoi. Et ça change en fonction de chaque terre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop donner des recettes universelles. Et voilà, pour vous montrer les enduits de finition, je vais vous faire une petite démonstration dehors. Donc avant de faire l'enduit de finition est très très fin. Et donc l'idée c'est d'avoir une surface quand même bien régulière pour pouvoir faire quelque chose de propre avec cet enduit fin. Par exemple ici, là j'ai des creux, là j'ai vu qu'il y avait une petite bosse, là aussi une autre. Donc on a des outils qui vont permettre de gratter un petit peu la couche de corps pour l'égaliser avant de faire la finition. C'est plutôt efficace. Là par exemple je vois cette bosse là. Voilà, on voit que ça a raboté la bosse là. Ça fait pas mal de poussière. En intérieur, ce que je fais, c'est que je mouille légèrement le mur avant de le raboter. Ce qui fait que la poussière est plus lourde et moins volatile, quoi. Bon, là, je rabote les bosses. Il reste un petit creux là, mais c'est pas très très grave. S'il restait des creux importants, je peux réutiliser ce qui est tombé là. Je le remouille et je bouche les creux avec, quoi. Et on laisse sécher avant de faire l'enduit de finition. L'étape suivante, ça va être de préparer l'enduit de finition. Donc moi j'utilise de la paille broyée, on appelle ça de la paillette. Personnes qui vendent ça appellent ça de la farine de paille. C'est un produit agricole en fait qui sert de litière aux petits animaux en cage. C'est juste de la paille broyée, mais très finement et bien calibrée. Et donc je mélange ça avec de la terre tamisée. C'est la terre d'ici, hein, du sous-sol d'ici, mais tamisée finement, quoi, à 1,5 ou 2 mm. Voilà. Et donc moi j'utilise pas de sable. J'ai utilisé du sable à une époque, mais juste pour les enduits de finition. Mais en fait, il y a plusieurs raisons qui font qu'aujourd'hui j'ai plus trop envie d'en utiliser. Déjà c'est une ressource un peu compliquée au niveau écologique et tout ça. Et il y a aussi que les enduits au sable, ils sont un peu fragiles finalement, ils sont cassants. Alors que les enduits fibrés sont plus souples, donc ils ont moins tendance à fissurer et à se casser.
Et il y a aussi une résistance à l'érosion qui est meilleure avec la fibre. Les enduits fibrés, ils vont se faire laver un petit peu, la terre va être lavée et puis la paillette va apparaître. Mais une fibre, elle a une certaine longueur et même si elle apparaît, elle est prise dans l'épaisseur de l'enduit. Alors que les grains de sable, ils se libèrent au fur et à mesure que la terre est lavée et du coup l'érosion est beaucoup plus rapide. Donc là, moi je vais faire un mélange avec juste un volume de chaque. Je vais mettre un volume de paillettes et un volume de terre argileuse. Hop. Donc je les mélange un peu à sec. Et puis je vais mouiller ça avec à peu près un volume d'eau aussi, mais je vais le mettre progressivement. Voilà, un premier stade du mélange ça ressemble un peu à du crottin, là. Ça fait des boules un peu fibreuses. Là je vois qu'il va manquer un petit peu d'eau, mais il faut la rajouter vraiment petit à petit. Parce que si on se retrouve avec un enduit trop liquide, c'est plus compliqué après de rajouter de la poudre dans un enduit liquide. Ça se fait, mais ça a tendance à faire des grumeaux. Il n'y a pas une règle stricte sur la consistance et les proportions. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent poser des enduits très liquides, très mous. Ça se fait avec moins d'efforts et on a plus de temps pour les travailler. Et puis d'autres personnes qui préfèrent un enduit plus pâteux comme celui-là, parce que ça coule moins, on en met moins partout, ça sèche plus vite. Bon là je fais une toute petite quantité, mais on peut faire ça dans un bac plus grand, une brouette, voire une bétonnière. Et pour que ce soit vraiment bien homogène à la main, moi je repasse tout comme ça. Ce qui fait que si je tombe sur une boulette de paille, je la sens et puis je peux la défaire. Voilà. Donc là pour moi on est sur quelque chose de bien homogène qu'on va pouvoir étaler sur le mur. Voilà, donc maintenant qu'on a l'enduit prêt, que le mur est prêt, on humidifie le mur pour que l'enduit colle bien. Parce que sur un support un peu poussiéreux, voilà, l'enduit va moins bien coller. Donc, voilà. On peut le faire avec un truc plus grand, mais là comme c'est juste une petite surface, je peux le faire comme ça. Il n'y a pas besoin que ce soit trempé, ça ne sert à rien que ça dégouline. Il faut juste l'humidifier, que ce soit plus poussiéreux. Et comme ça l'enduit va bien coller. J'utilise un lissoir métallique là, pour étaler l'enduit de finition. Et après, une fois qu'il aura un peu durci, je vais utiliser un autre outil qui est un lissoir en plastique qui est souple, voilà, qui permet de resserrer l'enduit pour éviter les fissures et puis pour avoir un fini plus lisse. Hop. Donc je prends un peu d'enduit sur mon outil, je l'écrase sur le mur et je l'étale légèrement. Et je fais ça. Hop. Je cherche pas forcément à faire du tout lisse pour le moment, je pose la matière. En fait, les fibres qui sont dans l'enduit font que, avec une certaine pression, il y a une épaisseur régulière qui se met en place, quoi. Plus les fibres sont fines, plus cette épaisseur va être fine aussi. Et là, avec ce type d'enduit, on est sur une épaisseur autour de 5 mm. Quoi. Voilà. Une fois que j'ai pas mal de surface, je peux commencer à la lisser avec des mouvements croisés. Après quelques heures de séchage, on va pouvoir resserrer l'enduit et le lisser avec ce lissoir en plastique. On appuie plus fort que tout à l'heure. On peut appuyer maintenant que ça a durci. Du coup, on voit la texture qui change, ça devient plus lisse. Et voilà, je vais faire ça un peu partout. On voit les pores qui se referment, quoi. Ça devient
plus fermé, quoi. S'il y a des petits trous, on peut remettre un petit peu de terre dedans. Donc là, on a parlé des enduits qu'on peut faire au mur, mais en fait, on peut faire les mêmes au plafond et même au sol. Au plafond, on a vu qu'au moment où on posait les bottes de paille sur la charpente, on les pré-enduisait, donc ça correspond à la couche d'accroche dont je parlais tout à l'heure. Et sur cette couche d'accroche, on va faire une petite couche de corps. C'est pas la peine qu'elle soit aussi épaisse qu'au mur parce que c'est assez rare qu'on se cogne au plafond, donc c'est pas la peine que ce soit aussi lourd. Et puis, donc cette couche d'accroche, on peut la lisser très bien et puis s'arrêter là. Ou bien, si on veut quelque chose de plus fin encore, faire un enduit de finition. Et même éventuellement encore un badigeon. Après, on peut aussi faire un badigeon directement sur la couche de corps si elle a été suffisamment lissée, quoi. Donc il y a plusieurs options. Mais ça va être le même principe que sur les murs. Et au sol, c'est à peu près pareil. Si on veut faire un sol en terre, l'idée c'est qu'en général on fait d'abord une dalle isolante. Donc on peut aussi faire cette dalle isolante en terre. Moi, ce que je fais sur le hérisson, c'est que je mets d'abord une petite couche de terre paille dense, qui est l'équivalent d'une couche de corps, comme on l'a fait au mur. Après, je fais une couche un peu plus épaisse d'un mélange plus léger, plus pailleux, qui va être plus isolant, quoi, mais un peu moins solide. Donc je refais une couche dense après par-dessus. Donc ça fait un sandwich de 2 couches denses avec une couche plus légère qui est isolante entre les deux. Donc ça nous fait une dalle isolante. Et après, là-dessus, on va pouvoir faire un enduit de finition, comme sur un mur. Alors il y a des techniques qui sont un peu différentes parce que le lissage au sol demande des précautions. Mais en gros, ce sont quand même les mêmes recettes. Par contre, cet enduit au sol, il va être beaucoup plus sollicité. Donc on va le protéger avec de l'huile dure. Donc c'est une huile végétale, en général de l'huile de lin. Ça peut être aussi du ricin, du soja. Et dans cette huile, il y a des éléments qui sont rajoutés pour la rendre fluide et aussi pour accélérer son durcissement. Parce qu'elle va pénétrer dans la terre sur plusieurs millimètres et durcir à l'intérieur. Donc elle va rendre l'enduit plus solide et étanche. Du coup, si l'enduit de finition était bien fini, bien lisse, on va obtenir quelque chose qui ressemble à de la tomate en fait, mais avec de la terre crue et huilée. Et du coup, c'est lavable, on peut laver ça à la serpillière. Et voilà, ce genre de sol, quand même plutôt réservé à des pièces sans chaussures. C'est-à-dire que si on y va avec les grosses godillots et puis les graviers coincés entre les crampons, ça va pas le faire, quoi. Ça va abîmer cet enduit en terre. Donc en fait, l'huile dure elle va être passée en plusieurs fois. En général, que ce soit sur du bois ou sur un sol en terre, en général on fait au moins 2 couches, plutôt 3, avec un léger ponçage entre chaque couche. Et donc à chaque couche, on va
on va boucher encore un peu plus les pores, les micro-trous qu'il peut y avoir dans le bois ou dans l'enduit-terre, jusqu'à obtenir voilà, une surface lisse qui va résister à l'eau, aux tâches, voilà, qui va être plus facile à entretenir et plus résistante à l'usure aussi. Et donc on peut très bien faire un plancher dans une paillote aussi. En fait on peut faire le sol qu'on veut dans une paillote. Mais les autres sols n'ont rien de spécifique. Enfin, on peut poser du carrelage ou du plancher comme dans n'importe quelle maison finalement. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les techniques, les autres techniques de sol. Qu'on peut faire avec la terre, ce sont des cloisons, donc des murs de séparation, des murs intérieurs. Donc ça peut être des cloisons relativement fines. Dans ce cas-là, on va plutôt utiliser des techniques de torchis, c'est-à-dire qu'on va enrouler des petits éléments de terre-paille, des petites poignées de terre-paille sur un latis, sur une sorte de grille qu'on aura fait en bois ou en bambou, et qu'on va lisser de part et d'autre. Si on veut des cloisons plus massives, on peut les faire avec différentes techniques, par exemple le cob, c'est-à-dire qu'on va prendre du terre-paille et on va maçonner petit à petit, sculpter finalement le mur au fur et à mesure qu'on le monte, en rajoutant des paquets comme ça. Mais ça ramène beaucoup d'eau, puisque c'est un mélange qui est mou, et du coup ça va faire, comme c'est en intérieur, ça va faire un gros volume d'eau à évaporer. Donc dans ce cas-là, quand on veut faire des grosses cloisons, moi je conseille plutôt de faire des moules et de mettre le cob en moule, faire des adobes, ce sont des briques de terre-paille, quoi. Et elles vont pouvoir sécher à l'extérieur, dans un hangar ou dans une serre. Et on va amener ces éléments, une fois secs, on va les monter à l'intérieur. Donc on va quand même faire des joints, mais le volume d'eau sera vraiment plus faible, puisqu'il y aura juste l'humidité des joints à sécher. L'intérêt des cloisons en terre, notamment dans une maison en paille, elle est légère, les murs sont légers, et du coup c'est toujours de ramener de l'inertie, que ce soit sur les murs, au plafond, au sol, et encore dans les cloisons. Plus on va amener de masse, plus la température dans la maison sera régulière. Encore autre chose qu'on peut faire en terre aussi, c'est des éléments de décoration. On peut faire des enduits très fins et très lisses, mais on peut aussi sculpter, genre faire des appliques pour des lampes, des sculptures, des éléments de mobilier. Donc selon la taille de ce qui est sculpté, on va éventuellement mettre une petite ossature en bois dedans, ou bien simplement épaissir la couche de corps à cet endroit-là. Voilà, cet épisode sur les enduits, les sols et les cloisons en terre conclut la série de vidéos sur la construction des paillotes. Si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, vous trouverez en description un Linktree, c'est un lien vers une page qui liste les ressources disponibles en ligne autour des paillotes. Vous trouverez des associations, des centres de formation qui proposent des stages. Vous trouverez également des liens vers des chantiers participatifs. Et puis si vous avez apprécié ces vidéos, vous trouvez aussi en description un lien pour soutenir Léna qui a filmé et réalisé le montage pour toute cette série. Merci.